Bonsoir à vous tous, merci d'être avec nous à nouveau, merci sincèrement, ça nous fait toujours plaisir. Est-ce que celui que vous avez en face de vous est l'animateur habituel ou est-ce une IA? Peut-être qu'on va voir, on va au fur et à mesure de cette émission, j'en sais rien, moi peut-être que d'un seul coup je vais disparaître et on va voir quelqu'un d'autre, j'en sais rien. On est en pleine science-fiction, j'en discutais avec les invités que nous avons sur le plateau aujourd'hui. Vaste monde l'IA. À chaque fois que j'ai évoqué avec ceux que je croisais cette semaine sur le thème de l'émission de l'IA, tout le monde disait « Oh là là, j'achète pas, j'ai peur, j'ai envie ». Enfin, c'est vraiment, alors ça fait appel à toutes les émotions. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair avec nos invités. Et dans un premier temps, grâce à nos chroniqueurs qui sont présents aujourd'hui, Delphine, évidemment, bonsoir, merci d'être là. Céline, à nouveau, merci bien, merci à toi. Merci Alix, merci bien d'être avec nous nouveau aujourd'hui. Et David, donc évidemment, tu es toujours présent pour nous animer un peu. Alors je pense que de l'animation avec l'IA, aujourd'hui on va en avoir, donc je ne sais pas jusqu'où tu as mis le niveau, mais... Ce ne sera pas moi, ce sera chat. Ah, on est d'accord. Bon ben alors, comme ça au moins tout va bien. Donc aujourd'hui on ouvre ce chapitre qui touche absolument... ça nous touche tous. Hein. Je ne connais pas une seule personne qui n'a pas évoqué le mot IA dans la journée. Tout le monde en parle, du dépistage, de l'analyse automatique des émotions, du suivi numérique des patients, c'est à tous les étages où on a l'IA qui est présente, des questions simples et parfois vertigineuses. Est-ce qu'on peut, sincèrement, alors le médecin que j'ai évidemment avec nous, je vais lui poser la question, et je vais le faire tout de suite d'ailleurs, est-ce qu'on peut confier finalement, est-ce qu'on peut confier notre santé à une IA? Ils ont tout là. Alors certains le font, hein, sans problème, y compris donc en santé mentale, où je ne sais combien de personnes, la proportion de personnes qui discutent avec une IA de leur santé mentale est super importante et voire, je pense à mon avis, sous-estimée. Légalement, il y a quand même un cadre juridique. Légalement, normalement, une IA ne peut pas faire de diagnostic et un médecin, si c'est dans le cadre médical, ça doit être validé par un médecin. C'est le médecin qui a le dernier mot. Mais oui, on se demande. Alors en fait, l'IA, elle sera forcément toujours plus forte en termes de diagnostic parce qu'elle a ingéré toute la littérature médicale. Donc évidemment, elle peut passer à côté de rien. Sauf que, en fait, donc il y a une étude assez récente qui montrait que, alors, IA versus un seul médecin, une IA, un médecin, c'est l'IA qui est plus forte. 2 médecins sont plus forts qu'une IA pour le moment, et le top du top, c'est IA et médecin. D'accord. En fait, le médecin, il a quand même des petits signaux faibles de l'apparence physique. Pour le moment, il y a des choses comme ça, la façon dont se comporte la personne en face. Enfin, voilà, tout un tas de choses auxquelles l'IA n'a pas accès pour l'instant. Oui, bien sûr. Mais du coup, tu envisages une reconversion? Comment ça marche? Moi, je vais partir en vacances très longtemps et puis c'est moi. Donc l'IA va prendre le relais? J'ai besoin de vacances, je suis ravie. Non, mais c'est quoi? T'as peur? T'as pas peur? Comment ça marche? Dans le corps médical, t'en côtoies tous les jours, il se dit quoi? Je sais que maintenant, il faut faire avec. Il faut faire avec et dans son job au quotidien. Et il faut se dire que quand on discute avec nos patients en consultation, en fait, il y a un autre partenaire qui est dans la pièce, c'est l'IA, et que probablement nos patients ont déjà fait une petite recherche ou discuté avec une IA avant. Donc voilà, ça c'est fait, ça ne va pas repartir. Donc il faut faire avec. Je crois quand même qu'un contact humain, ça peut apporter des choses, un vrai contact humain, et qu'on a tous ces symptômes, ces signaux faibles que l'IA n'a pas en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu dis ils l'ont fait avant, mais j'imagine que certains le font après. Tout à fait. Ils peuvent le faire n'importe quand. Non mais gentiment, ils ne le font pas pendant la consulte, mais... Mais ils vont certainement peut-être aussi le faire après la consultation pour valider. Pour valider. Mais ça veut dire qu'on remet en question, c'est terrible ça. Sans problème, oui. Mais ça, on est habitué, ils le faisaient déjà avant avec Google. Hein. Donc la validation Google existait, donc ça fait très longtemps qu'on est challengé par Doctolib, Google, les réseaux sociaux. Ça c'est OK. Ce qui est intéressant quand même dans cette approche finalement de consulter l'IA presque en pré-diagnostic, ça pose quand même une problématique de langage. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être en mesure de pouvoir décrire ces symptômes, ce qui n'est pas forcément le cas de certaines personnes qui n'ont pas eu accès à une scolarité, à un certain type
de vocabulaire et ça peut générer aussi des fausses, finalement des faux diagnostics parce qu'en fait, si on n'est pas en mesure de mettre des mots sur ce qu'on ressent, précis sur ce qu'on ressent, finalement le diagnostic va être faussé obligatoirement. Et puis on peut biaiser, on peut ne pas avoir envie d'être malade et donc minimiser ses symptômes ou bien au contraire avoir envie que ce soit très grave. Donc, et ça c'est bon. On a aujourd'hui dans la consultation psy beaucoup de patients qui vont chatter avec les IA. Et donc il y a une espèce de confusion entre les réponses. C'est quand même. On va voir si c'est dangereux ou pas, parce qu'effectivement ça vient d'arriver, tout le monde s'en sert. Est-ce que c'est à bon escient, mauvais escient? On va voir comment on peut avancer évidemment sur ça et surtout de préserver la confiance thérapeutique dans le contexte de ce nouvel environnement. Alors on va avoir 3 invités pour nous aider à y voir plus clair. On a Maxime Rabéchaud, coach et CEO de Unrest, une start-up que vous êtes en train de créer, si j'ai bien compris, et Nadia Cervolin, qui est présente ici aussi, qui est formatrice, coach professionnel et certifiée ICF. Merci à vous deux d'être présents ce soir. Alors, des chiffres, on en a. Un patient sur 3 en France se dit avoir demandé un avis psychologique à une IA. Un jeune sur 2, alors là, Alix, je vais m'en remettre à toi, parce qu'un jeune sur 2, 18-24, a utilisé l'IA pour parler de son stress, de son anxiété, de sa dépression, souvent sans en parler à un professionnel. Alors, on a bypassé le pro, et on est direct avec l'IA. Ça tient la route, ça ? C'est pas un scoop, hein. Je crois que l'IA, au moins depuis le Covid, depuis que ChatGPT s'est généralisé, parce que bon, l'IA, ça existait avant, hein, mais au grand public, c'est vraiment, on a eu ce déclic, je crois que c'est post-Covid. Moi, j'ai pas un avis tranché sur si c'est bien ou pas bien. J'ai pu voir, que ce soit autour de moi ou des jeunes avec qui je peux discuter, parfois ça peut avoir un côté positif, ça libère, c'est un peu un premier pas pour libérer la parole, peut-être mettre des mots, même s'ils sont pas... Bon, c'est vous qui avez le dernier mot, bien sûr, mais je pense que c'est un premier pas. Après, parfois, c'est aussi s'enfermer dans une discussion à sens unique, parce qu'on parle avec personne, objectivement. Donc oui, j'ai des amis qui confient toute leur peine amoureuse, leurs sentiments avec leurs parents, les difficultés de la vie avec ChatGPT. Bon, j'ai pas l'impression qu'elles soient plus heureuses pour autant. Pourtant, 17% des personnes qui ont consulté l'IA pour la santé mentale déclarent avoir suivi les conseils comme une thérapie. Donc 17%, quand même, c'est une personne sur 5. Enfin, ça ne veut pas dire que ça marche. Oui. Ils peuvent suivre, mais sans pour autant avoir des résultats concrets. Je ne sais pas si... ça, j'ai pas vu d'études qui... Alors, l'OMS nous alerte depuis 2023 sur les risques de confusion entre outils de soutien et relations de soins. Donc, il y a un chemin là, il va falloir faire attention, à voir comment on peut le prendre. Alors, je vais me tourner vers nos invités qui sont là. Merci une fois de plus, Maxime, d'être venu. Donc, Maxime, vous avez créé une start-up. Alors, vous êtes coach déjà. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est un coach pour notre public? C'est un professionnel de la relation d'aide. Alors pour ce qui me concerne, moi je suis coach de dirigeant, donc moi mon domaine d'intervention c'est le monde de l'entreprise, le monde des services avant tout. Et puis c'est une cible particulière qui est celle du décideur. Donc c'est la personne qui au quotidien a 1001 problèmes à résoudre. Et donc cette personne-là, on le sait, elle a beaucoup de difficultés à faire son job. Elle a de plus en plus de mal à le faire parce que le contexte est devenu complexe, incertain. L'IA, il joue un rôle, mais pas seulement. Et donc cette catégorie de la population-là, qui est en haut de l'échelle, a priori, c'est elle qui, a priori, on souffre le plus de cette situation-là. D'accord. Paradoxalement. D'accord. On le sait, on le dit assez peu. D'accord. Donc vous êtes devenu coach, vous avez une formation. Oui, formé à Paris Dauphine. Ouais. C'est ça, à Paris Dauphine avec un cursus positif. J'ai cru comprendre que vous preniez en plus une formation psycho. Parce que c'est pas inintéressant. Exactement, surtout, je comprends bien. Et donc, comment vous décririez le coaching et l'évolution IA ? Comment ça se... D'abord, l'intelligence artificielle, elle est née avec les sciences cognitives. Les sciences cognitives sont apparues après la Seconde Guerre mondiale. Et fondamentalement, cette discipline est née de la recherche en psychologie. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, hein. C'est-à-dire que la boucle est bouclée quand même. C'est-à-dire qu'on oppose, le grand public souvent oppose intelligence artificielle et d'une certaine manière les sciences humaines, quoi. Or non, c'est une filiation. Vraiment, l'intelligence artificielle est issue de cette recherche-là, de cette réflexion-là. Une fois qu'on a dit ça, on a bien compris que l'objectif, c'est encore une fois
mais c'est l'objectif des sciences cognitives, d'aider à comprendre comment l'individu, comment l'être humain est amené au quotidien à faire tant d'erreurs de raisonnement qui l'emmènent dans le mur. Des décisions contre-productives très souvent. Et donc l'objectif c'est quoi? C'est pour le coach comme pour l'IA demain, ensemble ou séparément, d'aider l'individu à prendre des décisions qui soient justement moins contre-productives, qui l'aident dans sa vie professionnelle en l'occurrence, et dans sa vie personnelle. Ouais. Alors c'est intéressant, je fais une petite parenthèse, je vais te solliciter Delphine, parce que est-ce que c'est intéressant d'appeler l'IA intelligence artificielle? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire érudition artificielle? Elle est très érudite finalement, mais est-ce qu'elle est intelligente? En fait, selon au la moment où philosophie ça a été créé, intelligence, c'est simplement un mot qui a été mal traduit. Donc, c'est pas comme ça que ça avait été créé initialement. J'ai plus le terme exact, mais intelligence, c'est le français qui a retraduit ça comme ça, mais c'est pas ce qu'on a voulu dire initialement en fait. C'est plus c'est des données en fait. C'est une bibliothèque de données. C'est ça. Voilà, c'est pas du tout l'intelligence telle qu'on l'imagine concurrencer potentiellement l'intelligence humaine. D'accord. C'est exactement ça. Dans le domaine du renseignement aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, on parle d'intelligence. C'est le renseignement, c'est pas du tout les services d'intelligence, c'est les services de renseignement. Oui, mais alors là, on est embêté parce que du coup, tout le monde pense qu'on parle à un truc intelligent alors qu'en fait, il est juste érudit. C'est vrai que pour le coup, il y a un problème. Il y a un problème de pédagogie de ce point de vue-là. Oui, d'accord. Vous avez décidé de l'utiliser pour développer votre activité. Vous avez décidé de l'apprivoiser, un peu comme le professeur Philippe l'a fait. Vous pouvez nous expliquer comment vous y prenez? Alors, d'abord, la technologie, pour ce qui me concerne, n'a jamais été une finalité. C'est vraiment un moyen de combler certains trous, combler certaines lacunes que l'être humain ne peut pas résoudre parce que justement, c'est un être humain, il fait ce qu'il peut avec ses moyens. Donc fondamentalement, l'objectif de cette solution, c'est de développer la résilience. C'est intéressant la résilience parce que c'est justement la capacité à traverser le changement sans perte ni fracas, quoi. Et je trouve que ça nous concerne bien tout cela, spécialistes de la santé mentale ou du développement personnel ou professionnel, c'est qu'on est nous-mêmes confrontés à ce changement dingue dans nos professions respectives. Donc fondamentalement, la finalité, c'est la résilience de l'individu, de l'organisation, c'est leur capacité à traverser le changement qui est devenu si prégnant, quoi. Donc comment on s'y prend? On crée un jumeau numérique. Le jumeau numérique, c'est issu de l'industrie, vous connaissez peut-être. Voilà, on a des machines-outils à l'usine, on a le big data, qui est arrivé il y a 20-30 ans, on n'en parle plus trop, le big data c'est un peu ringard. Et on plug le big data sur les machines-outils, pour faire quoi? Pour en prendre soin. Ces machines-outils, elles ont une valeur, elles produisent de la donnée. Et cette donnée, on peut l'utiliser pour faire des simulations, des scénarios, et proactivement essayer de voir dans quelle mesure tel ou tel paramètre, si on le fait évoluer, est-ce que la machine-outil elle va exploser en vol, ou au contraire, est-ce qu'on va augmenter sa durée de vie, quoi. C'est la même idée. Et c'est apparu dans l'univers médical par la suite. C'est-à-dire qu'on fait des jumeaux numériques de reins, de poumons, et on voit si en augmentant le taux de CO2, le poumon va lâcher. D'accord. Mais ça, on n'a pas besoin. Enfin, on a besoin d'une IA pour faire ça, ou ça existait avant déjà? Alors, on a besoin. Alors, il n'y a pas que l'IA, effectivement, mais l'IA est une composante clé parce que c'est ce qui va permettre d'inférer des recommandations, de réaliser des simulations ex ante ou même ex post pour essayer de voir dans quelle mesure, effectivement, il faut ou non faire une simulation par rapport à tel ou tel paramètre. Donc, oui, l'inférence, l'interprétation est clé. Et par ailleurs, au-delà de l'IA, c'est tout l'environnement technologique. C'est-à-dire ce jumeau, il faut le greffer dans un contexte. On parle de cognition située, de cognition incarnée. Donc il faut que ce jumeau il soit embeddé dans le quotidien de l'utilisateur pour avoir une réelle utilité. Sinon, on va avoir un coach ou un psy, effectivement. Et là, on va faire un bilan de ce qui s'est passé la semaine dernière. Le jumeau, lui, il est là, présent en permanence, quoi. Donc c'est ça qu'apporte la technologie, c'est la présence permanente et la disponibilité aussi. Vous êtes certain qu'elle ne va pas finir par vous rattraper et même vous devancer et finalement arriver presque à vous suggérer ce que... Alors, je ne suis certain de rien. D'accord. Et si j'étais certain de quoi que ce soit, effectivement, il faudrait me virer oui, je suis d'accord. rapidement. Ouais. Mais voilà, précisément, il faut s'appliquer à nous-mêmes ce changement permanent et cette capacité de résilience qui a été modélisée par des chercheurs en psychologie des organisations, comme étant vraiment la capacité à, malgré le changement, développer des compétences d'adaptabilité, d'agilité cognitive, qui nous permettra de trouver des solutions, quelle que soit l'évolution du contexte qu'on ne peut pas anticiper. Et du coup, comment vous allez mesurer, et je vais évidemment tourner vers Nadia après, mais comment vous allez mesurer le fait qu'à un moment donné, vous n'allez pas être mis de côté et que finalement, ce qu'elle sait, ça suffit, et puis on va l'utiliser? L'objectif, c'est de répondre à un besoin. Quand on crée une entreprise, petite ou grande, ce qu'on veut, c'est répondre à un besoin. Et l'entrepreneur, il est là pour ça, c'est son rôle sociétal. Donc si le besoin est rempli,
Très bien. Enfin, c'est vraiment au fond, c'est l'objectif, c'est de répondre le mieux possible à un besoin donné. Simplement, effectivement, les besoins, ils évoluent au fur et à mesure des évolutions technologiques. Parce que, on résout un problème, on en crée un nouveau. Donc ça, effectivement, c'est... Vous avez une vision à 10 ans du coaching et de... À 10 ans, absolument pas. Non, vraiment pas. Non. D'accord. Ah non, vraiment, très honnêtement. Moi, simplement, je crois une chose, c'est que je crois dans l'évolution technologique permanente, je crois dans la capacité de l'être humain à inventer en permanence de nouveaux problèmes, c'est vrai, et en permanence aussi de nouvelles solutions. Et tout l'objectif de ce jumeau numérique, c'est de faire émerger la singularité des individus et leur créativité. Alors vous savez, un des 4 facteurs protecteurs de la résilience, qui avait été modélisé par un chercheur qui s'appelle Larry Malak aux États-Unis, un des 4 facteurs clés, il a utilisé un mot français, c'est intéressant, il a utilisé le mot de bricolage qui avait été inventé par Claude Lévi-Strauss. Et donc sa littérature, il est en anglais évidemment, en américain. Et ce mot, c'est le bricolage. D'accord. C'est la capacité d'improvisation. C'est en permanence créer du sens, improviser. Ça, c'est réservé à l'humain, ça. Ça, c'est réservé à l'humain. Et donc ça, je crois dans la capacité de l'être humain à faire ça au fond de lui. Mais il faut l'aider à développer cette aptitude. Donc selon vous, il y a un phénomène de mode, et puis alors évidemment tout le monde en parle, elle vient de débarquer en réalité pour tout le monde là, plus ou moins proche, donc il y a un phénomène de mode, le temps de l'apprivoiser, puis après on va reprendre le dessus, et puis tout va bien se passer. Oui, alors ça pourrait fonctionner comme ça si effectivement on considérait que cette technologie-là, elle va arriver à maturité, ça va s'arrêter, et puis on va trouver la solution pour... Non, sauf que le mouvement, il est perpétuel. Le mouvement d'innovation, il est perpétuel. Donc, on aura résolu un problème, il y en aura un nouveau qui apparaîtra. Mais ce qui compte, in fine, c'est la capacité de l'individu, encore une fois, à traverser ça et à créer. Parce que comme on rentre dans un univers, et je me remettrai à toi après, mais on rentre dans un univers où le faux est très présent. Tout le monde en parle. Et donc, certains nous envoient des messages qui peuvent être effrayants, comme quoi elle a réussi à court-circuiter quelqu'un qui voulait la débrancher et finalement non, elle a trouvé le moyen d'eux, etc. Malheureusement, l'OMS dit que certains patients, en l'occurrence, utilisent l'IA et vous le savez, il y a eu des suicides à cause de l'IA. Donc, il y a moyen d'y voir clair là-dedans. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous vous dites, tiens, il faut peut-être plus canaliser, plus... Alors d'abord, première chose, la santé mentale, je ne m'occupe pas de santé mentale. La résilience au sens des organisations et du management, c'est vraiment une série de compétences. Ce sont des aptitudes que l'on développe. Et donc moi, je ne me prétends absolument pas capable de parler de santé mentale vraiment d'un point de vue médical. Je suis fils de médecin en plus, donc je me le permettrai. Tout va bien. Je me ferai demander en revenant à la maison le week-end. Par contre, effectivement, comme toute technologie, comme toute innovation, elle tombe sous le coup de la loi. C'est-à-dire que, en fait, la liberté des entrepreneurs, pour le coup, des fournisseurs de services, s'arrête à la loi. Et donc, fondamentalement, le consommateur, lui, il est censé être protégé par la loi. Et donc, si ma solution demain, potentiellement, contrevient à la réglementation française, européenne, et c'est déjà le cas, la protection des données du point de vue cognitif et comportemental est très sensible. C'est une des contraintes, mais que, en tant qu'entrepreneur, je dois tourner en opportunité. C'est comment cette contrainte-là, je peux en faire une opportunité. Et voilà, donc... Mais pour prouver la responsabilité de l'IA, ça va être ultra compliqué, en fait. Là, je discute avec une IA, comment on va faire pour prouver que c'est l'IA qui m'a proposé d'en finir? Oui, alors justement... Moi, non, mais d'accord, oui, ok, je comprends. Mais est-ce que... Céline, peut-être, tu veux... Non, mais c'est pour ça que quand l'IA est utilisée dans les dispositifs médicaux, c'est le médecin qui a le dernier mot. C'est bien parce que quelqu'un doit bien endosser la responsabilité et que ça ne va pas être l'IA. Donc, c'est au médecin de dire s'il est d'accord ou pas avec l'IA. Oui, elle dit « je ne suis pas en capacité de répondre ». On entend ça maintenant. Elle dit « je ne suis pas en capacité de répondre, il faut consulter, etc. » Donc, effectivement, je crois que le chemin se fait. Elle dit plus, oui. Et là, il y a une semaine, ChatGPT, c'est Sam Altman qui disait qu'il y avait eu chaque semaine 1 million de pensées suicidaires qui avaient été émises sur ChatGPT. Ah oui ? 1 million en une semaine. Donc ça ressemble, c'est une part faible, et que maintenant, ChatGPT, effectivement, a été entraîné à dire professionnel de santé. Alors, ChatGPT, il y a les autres. Il y a les autres. Ouais. Le régulateur français, européen, est là pour veiller au grain. C'est son job, à chacun son job, et le régulateur, lui, son job, c'est de faire en sorte que OpenAI aujourd'hui, ou Claude, ou Google, effectivement, respectent ces règles-là. Et modifie, pour le coup, les paramètres de leur Large Language Model.
Donc, selon vous, puisque là, on est en train d'évoquer peur, pas peur, parce qu'on évoquait ensemble avant de démarrer la science-fiction. On est en plein dedans, et alors ça n'en est plus, puisque c'est le présent. Ouais. Et vous, ça vous fait absolument pas peur. Vous y allez, pour vous, il n'y a pas de danger. Dès lors où elle est apprivoisée. Encore une fois, le danger apparaît à partir du moment où l'un des stakeholders ne remplit pas son rôle. Encore une fois, pour cette technologie-là, comme pour n'importe quelle autre, dans le bâtiment, les enjeux de sécurité au travail sont prépondérants. Oui, oui. Donc si le fournisseur de l'outil A, je n'y connais absolument rien, respecte pas la réglementation de production de l'outil A et que ça produit un accident sur le chantier, la responsabilité effectivement de ce fournisseur est mise en cause, effectivement. Oui, donc vous l'avez vraiment circonscrit à un outil, en fait. Il y a rien. C'est un outil. Alors, la particularité, c'est que, vous savez, moi, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs de l'IA, et c'est vrai que, alors, beaucoup plus jeunes que moi, je fais pas partie des plus jeunes, loin de là, et beaucoup des plus jeunes qui ont 27-30 ans, ils sont très, très, très jeunes, c'est incroyable, sont tout de suite orientés vers l'automatisation. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire tout de suite à la place. Il faut créer une solution qui permette de faire à la place de l'individu. Moi, ma philosohie est tout à fait différente. Ma philosophie est vraiment de développer un outil qui puisse aider l'individu, prendre soin de l'individu, mais à aucun moment le remplacer. Donc, déjà, d'un point de vue conceptuel, ça change beaucoup de choses dans l'organisation du truc. Voilà. Merci beaucoup. Nadia, merci d'être là. Alors, je disais, vous êtes coach, vous êtes membre de l'ICF. Vous pouvez nous expliquer un peu quel parcours ? ICF. Le parcours. Alors, le parcours est un peu atypique puisque moi, je viens d'un domaine un peu d'expertise qui est l'actuariat, en compagnie d'assurance. Donc, c'est une autre façon d'utiliser l'IA, mais de l'IA traditionnelle, de l'analyse des données, de la fameuse big data, justement. Et ce parcours m'a nourri énormément pendant de nombreuses années, puisque je voyais l'intérêt de mes travaux à assez haut niveau dans la compagnie. Et petit à petit, justement, s'est posée la question du sens, non pas de ce qu'on produisait, mon équipe et moi, mais de ce qu'on est. C'est ce qui m'a amené petit à petit à aller observer, aller être en quête de mon besoin de l'humain, du sens du contact, de travailler avec les humains qui sont amenés à utiliser cette IA traditionnelle, aujourd'hui générative, etc., à mieux comprendre les choses. Donc j'avais besoin d'asseoir une présence là-dessus, de développer une posture. C'est ce qui m'a amené vers le coaching professionnel. D'accord. Et il est vrai, pas n'importe quel coaching, puisque j'ai choisi d'intégrer une école qui est, on dit, accréditée ICF. C'est-à-dire que le programme de formation de l'école est validé par ICF. Alors, qu'est-ce qu'ICF dans tout ça ? C'est une fédération, donc la Fédération internationale de coaching. C'est le plus grand réseau mondial de coachs professionnels formés qui garantit, en fait, même au moment où on adhère à ICF, on signe une charte qui nous dit qu'on est OK avec le code de déontologie d'ICF, avec l'éthique d'ICF, avec les compétences qu'un coach doit avoir pour pratiquer son métier de coaching professionnel au sens d'ICF. C'est intéressant parce que, vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de coachs qui se disent coach. Et on ne sait pas d'où ça sort. Et vous deux, on voit bien que vous avez... Non, mais vous êtes d'accord forcément avec mon discours. Vous êtes coach professionnel, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une fondation en dessous. Il y a une fondation. Une fondation dans les deux sens du terme. Oui. Il y a une fondation, il y a une fédération. C'est une union de coachs. Aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, il faut savoir qu'il y a plus de 150 000 coachs de personnes en France qui se disent coach sur LinkedIn. Et finalement, parmi ces 150 000 personnes en France, seuls à peu près 1000 d'entre eux sont coachs adhérents à ICF. Ça veut dire partageant l'éthique et les valeurs. Moi, je parle beaucoup en valeurs et en besoins des personnes qu'on accompagne, des clients qu'on accompagne. Et en fait, on est très peu. Et parmi ces coachs-là, on est seuls 50% d'entre eux, donc on est autour de 500, qui sommes certifiés, c'est-à-dire pour lequel ICF nous valide un niveau de compétence et un niveau de pratique.
en fait, aussi. Vous, l'IA, vous n'êtes pas concerné du tout. Eh bien si, on est totalement concernés, puisque aujourd'hui, on a à la fois des coachs qui sont désireux de comprendre comment se passe l'IA, mais surtout, on a des clients qui se disent aujourd'hui, mine de rien, le coaching, en entreprise en tout cas, il est encore proposé aux dirigeants, en fait. Exactement, à des cadres supérieurs. Aujourd'hui, l'entreprise ne peut pas se permettre, avec tous les budgets serrés et les réductions de coûts dans toutes les entreprises, elles ne peuvent pas se permettre de proposer du coaching à tous ses salariés. Donc, un client, un salarié de l'entreprise va avoir tendance à utiliser l'IA et c'est OK, c'est totalement OK. Le tout est de savoir comment l'utiliser et c'est là où, chez ICF ou en tant que coach, on accompagne nos clients dans une utilisation consciente, et même nous-mêmes d'ailleurs, dans une utilisation consciente et raisonnée. Il y a un article très intéressant là, qui circule sur LinkedIn d'un certain Mohamed Sen Hadji qui parle non pas de l'esprit critique uniquement que l'on devrait mettre en œuvre pour contrecarrer l'IA, pour la challenger, on peut en utiliser plusieurs, des IA, etc., mais de son esprit, de sa conscience, d'y mettre de la conscience. Et à partir de là, on est au fait des risques de dépendance, d'isolation, de suicide, comme on en parlait tout à l'heure, et on est au fait de ses limites, c'est-à-dire que le coaching professionnel tel qu'on le porte chez ICF, qui garantit auprès de nos clients une certaine crédibilité, clairement, c'est ce que nous demandent nos clients, il y a un lien de confiance qui se crée entre le coach et son client. La définition du coaching chez ICF, c'est un partenariat d'égal à égal pour permettre au client de trouver ses propres solutions. Alors c'est là où il y a les biais, je trouve, de l'IA aujourd'hui, c'est qu'elle propose beaucoup de choses. En coaching, quand on ne fait pas de conseils et on ne propose rien, on pose des questions. Oui, c'est ce qu'elle répond d'ailleurs. Quand on lui demande le développement personnel, justement, accompagné par un coach, elle répond ça. Elle dit, la différence entre eux et moi, c'est que moi, je vais apporter des concepts, en fait, alors que le coach va poser des questions et va nous permettre de reformuler. Donc ça fait effectivement une petite nuance. Exactement, absolument, qui a son importance. Et on a besoin, en tant qu'humain, on a besoin de ce lien de confiance. Et on a besoin de quelqu'un qui nous reflète en miroir ce qui s'est passé. Alors je pense que l'IA de demain ne va pas avoir de limites technologiques, elle va peut-être être capable de détecter des émotions, etc. Mais vous pensez ça ? Oui, je pense que c'est possible, ouais, tout à fait. Oui, je pense qu'on va y arriver. Demain, les logiciels de Microsoft y arrivent. Par contre, je doute de sa limite ontologique, c'est-à-dire de sa capacité d'être. Clairement, elle n'aura pas d'intuition, comme le coach professionnel peut l'avoir. Elle n'aura pas de courage à poser la question inconfortable. Elle n'aura pas le courage de confronter avec respect son client. Tout ça, je doute encore des avancées technologiques de l'IA. Mais on croit chez ICF à du coaching augmenté, c'est-à-dire pas hybride, mais accompagné de l'IA. Pour son accessibilité, aujourd'hui, les clients parfois ont besoin de coaching à des moments où le coach n'est pas disponible. Alors, je vais vous proposer de faire une courte pause avec David, si tu te sens de faire quelque chose de toujours un peu décalé. Puis après, j'aimerais bien qu'on prenne un peu de hauteur avec toi, Delphine. Puis après, on va peut-être poser des questions à l'IA, puis on va voir comment nos coachs répondent. Ouais, Marc, je vais m'attaquer à nos invités, là. Oh là. Médecins, coachs. Alors, on dit que l'IA est en train de remplacer les médecins, les psys, les coachs. Moi, je dis, ok, enfin quelqu'un qui va répondre à mes mails dans moins d'une semaine. Enfin bon, donc moi, je dis, c'est parfait. Et puis d'autres qui vont vous dire toutes les 5 minutes, et ça, vous en pensez quoi? Bon, alors les médecins, ils craignent la déshumanisation. Mais imaginez une consultation chez le médecin où vous n'entendez pas le
La prise de Ça va notes, manquer, voilà. ça va manquer. Donc, moi, j'ai trouvé la solution. L'IA, elle prend les notes, et puis le médecin, il écoute son patient et il diagnostique ce qui ne va pas. Ce qui se passe d'ailleurs. Et rien que ça, c'est une petite révolution. Ensuite, les psys, ils craignent que les jeunes se confient trop à ChatGPT. Mais soyons réalistes, un chatbot, il ne va pas lever les yeux quand vous lui dites quelque chose, il n'y a pas de jugement. Et puis, il est surtout pas en train de toujours dire « Et ça, vous êtes sûr que c'est une bonne idée ?» Bon, alors bref, c'est le chatbot peut être un confident parfait, oui, mais sauf que il distribue pas les mouchoirs quand il le faut. C'est ça, exactement. Et puis côté coach, voilà, l'IA, elle peut très bien nous rappeler des routines. Respire, bois un verre, fais une pause, va te coucher. Franchement, en plus, c'est le seul coach qui ne va pas vous facturer 200 € après la séance pour s'entendre dire il faut au moins dormir 7 heures par nuit. Trêve de plaisanterie, l'IA ne remplacera pas l'écoute humaine. Elle sert, je pense, de sas, de premier pas. Elle aide à verbaliser, à rassurer, à se préparer pour ensuite aller chez un vrai psy, chez un vrai médecin, chez un vrai coach, mais tout en gardant le plaisir de la relation humaine. Oui, c'est intéressant, c'est une sorte presque d'entraînement en fait, de libération de la parole. Ce que tu disais, c'est que peut-être le fait de s'entendre dire les choses à l'IA, après on a moins de difficulté à les dire à un psy ou à un coach. C'est ça, après je pense que c'est tout le sujet, c'est de savoir jusqu'où on s'arrête dans ce moment un peu intime avec une IA. C'est quand même génial, elle est on peut vite tomber addict. Disponible, Elle est disponible gratuite, ouais. Et puis... gratuite, pas toujours, il y a des versions payantes. Ça ne va pas loin. On a moins peur d'être jugé, donc ça a quand même un avantage. Après, effectivement, il faut basculer vers un professionnel quand ça ne va pas, mais il y a quand même des avantages. Et David, tu parlais de l'assistant IA qui prend les notes pendant la consultation, mais ça existe déjà et c'est génial. Et ça prend des notes formidables, ça structure le dossier médical, c'est bien mieux. Alors, c'est intéressant. Et c'est bien mieux écrit. Et alors, il y a un point, il y a un point intéressant. On va voir tout à l'heure si c'est validé quand je vais lui poser une ou deux questions. Mais comme je l'ai titillé un petit peu avant l'émission pour savoir un peu ce qu'elle me répondait et comment, etc., elle a un avantage énorme, c'est qu'elle n'a absolument aucune susceptibilité. Alors là, on peut y aller. Elle répond toujours à la question qu'on lui pose, elle ne va pas se vexer, tout va bien. Enfin bon, elle a quand même ses limites, on verra tout à l'heure. Delphine, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? Je vais déjà peut-être réagir un peu à tout ce que j'ai entendu, parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout soulevé ou peu soulevé la question de l'éthique. C'est-à-dire que si l'IA est pilotée par une personne mal intentionnée et par un groupe mal intentionné, finalement l'IA est en train quand même de remplacer finalement même les dirigeants politiques, parce que finalement l'IA et les dirigeants des structures d'IA ont plus et vont gagner de plus en plus de poids dans les décisions humaines qui sont prises. On en oublie finalement donc à la fois cette dimension éthique, donc si elle est mal utilisée, utilisée de façon mal intentionnée et que finalement on en devient tous totalement addicts à se référer uniquement à l'IA, qu'est-ce que ça peut devenir? On en oublie aussi que l'IA est faite et entraînée, nourrie par des hommes. Donc non, mais ça crée en fait les développeurs, c'est plus des développeurs hommes des hommes sexuels, genre masculin, ouais. De genre masculin. Et donc en fait, notamment plutôt dans l'algorithme, donc ça crée indirectement des biais, même si on s'en rend pas forcément compte dans nos recherches. Mais la machine est nourrie par des développeurs hommes. Anglo-saxon. Donc on en perd aussi la subtilité et la finesse de chaque langue nationale. Donc on perd aussi énormément de choses au passage. Ce qui est intéressant, c'est que finalement l'IA, c'est pas uniquement un sujet technique, c'est aussi un problème philosophique, parce que derrière les algorithmes, il y a une question très simple, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut déléguer de nous. Et surtout, qu'est-ce qu'on ne veut pas et qu'est-ce qu'on refuse de déléguer. Les philosophes, en fait, le savent depuis longtemps. Chaque fois qu'on invente un outil puissant, on doit se demander ce qu'on en fait et ce qu'on fait de notre liberté. Pas seulement de notre productivité, pas seulement de nos emplois. Là, on a aussi des réflexions à avoir sur l'emploi, mais notre manière de réfléchir, de sentir, de choisir. L'IA, elle est capable d'imiter notre langage, nos décisions, nos préférences. Elle prédit. Elle classe, elle anticipe, mais elle ne sait pas pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Et elle ne comprend pas parce qu'elle calcule.
Et la vraie question éthique, c'est pas de se poser la question est-ce que l'IA va-t-elle devenir plus intelligente que nous? On a déjà discuté du fait que le mot intelligence n'était pas le bon, mais plutôt allons-nous arrêter de penser par nous-mêmes parce qu'elle pense plus vite que nous. Et on sait très bien que la pensée, la réflexion humaine, c'est un muscle. Donc plus on va déléguer à la machine notre pensée, notre capacité de réflexion, plus on va ramollir aussi notre cerveau, notre capacité de penser, de juger, d'évaluer. Et Socrate, s'il vivait aujourd'hui, ne serait pas forcément effrayé par les machines, mais il serait plutôt effrayé par notre tentation de leur faire confiance sans les questionner. Et Socrate disait une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue. Aujourd'hui, on pourrait dire une technologie sans examen ne mérite pas d'être utilisée. Et l'éthique, ce n'est pas mettre des règles parce qu'on a peur, c'est mettre des limites parce qu'on a des valeurs. Donc on parlait de valeurs tout à l'heure. Alors il faut plutôt se demander est-ce que l'IA nous rend plus libres ou juste plus rapides? Est-ce qu'elle nous aide à mieux décider ou est-ce qu'elle décide à notre place? Est-ce qu'elle nous rapproche ou est-ce qu'elle nous remplace? L'enjeu est là, en fait, c'est finalement de veiller à ce que l'IA augmente notre humanité au lieu de l'amincir, qu'elle nous aide à faire ce que nous n'avons pas le temps de faire, mais jamais ce que nous avons le devoir de penser. Donc il y a un vrai sujet là-dessus, parce que la pensée, la vraie, celle qui doute, qui hésite, celle qui fait des erreurs, celle qui se trompe, aucune machine ne peut le faire à notre place. Et c'est tant mieux. Et c'est vrai que typiquement, moi j'avais assisté à une conférence l'année dernière où un cabinet de conseil en stratégie nous expliquait qu'un assureur l'avait sollicité pour essayer d'évaluer en fonction des comportements de certains des assurés qui serait le plus faible dans des négociations par rapport à des litiges. Comme ça, en fait, ils avaient une évaluation de leur risque avec qui ils pouvaient avoir des bras de fer en fonction des litiges assurantiels qui pourraient exister. Et finalement, le conseil en stratégie nous expliquait qu'il n'avait pas souhaité accompagner le client sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que ça pose des questions éthiques, à la fois qui pilote la machine et l'IA, et comment elle est utilisée. Et si on n'utilise pas tous les mêmes règles, parce que c'est chouette de se dire qu'on va l'utiliser avec des valeurs, mais si on est les seuls à avoir des valeurs et que les autres utilisent ça différemment, on va quand même être coincé. Et ce qui me rassure, quand même, c'est de me dire, si on lit, alors moi je vous recommande le livre de Raphaël Enthoven qui s'appelle L'esprit artificiel, parce qu'en fait dans ce livre il explique que s'il y a bien quelque chose que l'IA ne pourra pas faire, c'est la philosophie, parce que l'IA n'est pas en mesure d'avoir cette capacité de questionnement, cette capacité de maïotique, et donc s'il y a encore quelque chose sur lequel l'IA n'a pas d'emprise, c'est la philo. Oui, c'est vrai. Donc, merci. Pour le moment, c'est un peu le cas, effectivement. Je reviens vers vous, Nadia. Vous avez des programmes pour apprivoiser l'IA? Ça rentre dans le cursus? Comment ça marche? L'ICF Absolument, absolument. Et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir qu'il y a à peine 3 semaines de ça, on était réunis ICF a réuni ses membres, ses adhérents, sur une journée de professionnalisation dans une antenne régionale pour parler du coaching et de l'IA. Et donc, on a eu des tables rondes, on a eu des invités qui présentaient des plateformes de coaching que l'on a pu tester, donc avoir un esprit critique là-dessus aussi. Et donc, clairement, il y a de réelles études qui sont faites au sein d'ICF pour questionner l'utilisation de l'IA, pour poser un cadre. En fait, chez ICF, il y a quelque chose qui nous réunit tous, c'est le propre de notre métier de coach, c'est de poser le cadre. On n'est pas garant des résultats de notre client, mais on est garant de lui procurer un cadre sécurisé et assez clair là-dessus. Et donc, nous tous, nous nous formons et nous devons de nous former sur un éveil de l'IA, à défaut d'une utilisation peut-être, mais au moins un éveil. Ça veut dire quoi se former? Ça veut dire quoi en fait, se former à l'IA? Eh bien, dans un premier temps, l'expérimenter, clairement. Enfin, être un utilisateur
lambda comme un autre, parce que même nous, en tant qu'entrepreneurs, clairement, elle nous permet, comme le disait Céline tout à l'heure, aujourd'hui, toutes les tâches administratives, rébarbatives, qu'on n'a pas particulièrement envie de faire, mais qui nous facilitent la vie. Aujourd'hui, Ça, on c'est délégué. teste l'IA Ouais, là-dessus. Alors, pas tout quand même, hein, mais certaines oui. Moi, j'y mettrai jamais le contrat de mon client, par exemple, parce que je ne sais pas derrière où sont stockées les données de mon client. Donc, il y a un réel enjeu de confidentialité, d'éthique, hein, comme on le disait tout à l'heure, à maintenir. Donc, jamais j'irai mettre les données personnelles, même celles qui pourraient inciter à le retrouver, puisque l'IA fonctionne par des modèles probabilistes, tend vers une moyenne. Donc, la probabilité qu'il puisse retrouver l'information, bon, elle n'est pas si négligeable que ça. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, oui, clairement. Oui, oui. Et donc, on se forme en l'utilisant, on se forme en mettant en place des ateliers autour de ça. Les écoles de coaching aussi incluent cette partie-là. Moi, je sais qu'un de mon cheval de bataille au sein de l'ICF, c'est la certification. C'est-à-dire que je considère que plus nous serons de coachs certifiés, plus nous serons capables d'élever les standards du coaching, de rendre la profession encore plus crédible. Aujourd'hui, il faut savoir qu'elle n'est pas régulée, comme un médecin peut l'être, comme un enseignant peut l'être. Aujourd'hui, c'est un métier qui n'est pas régulé. Donc, au sein d'ICF, on œuvre collectivement à cette certification. Et au sein de la certification, on amène nos clients et nos participants à l'éveil de l'IA. J'entends, mais vous voyez bien, vous n'avez pas confirmé ce que Nadia a dit, mais vous lui confiez pas certaines données, en fait, à l'IA. Ah surtout pas. Alors donc vous en avez un peu peur, quand même. Non, pas peur. C'est une question. Alors, c'est pas une question de peur. C'est vraiment une question de respecter le cadre Parce que donc elle serait susceptible de ne pas le respecter finalement, puisqu'elle a des données. Je ne sais pas où ça va. D'accord. C'est une question de méconnaissance. Des sources, et aujourd'hui, l'IA, quand elle ne connaît pas, elle ne dit pas je ne sais pas. Oui. Elle est capable d'inventer quelque chose. C'est ça. Donc ça aussi, c'est une limite de l'IA à laquelle, personnellement, elle je fais peut mentir. attention. C'est les hallucinations. Ah, mais complètement. Oui, et puis, je crois qu'il y a eu des tests qui ont été faits où on demandait à l'IA de se supprimer, et en fait, elle se copiait et elle supprimait son autre version. Enfin, c'est dingue. C'est dingue. Est-ce que je peux me permettre de faire un peu de provoque, Marc Allons-y. Ouais. Alors, tu parlais de déshumanisation en parlant de médecine, de médecin. Encore une fois, je suis fils de médecin, je me permets de dire des choses. Ça m'arrive d'aller chez le médecin aussi. Qui n'a pas rencontré de médecin déshumanisé? Oui, bien sûr. Très franchement. Bien sûr. Alors, c'est pas Céline. Hein. Non. Alors là, c'est pas Céline. Quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, il a la chance de... Vraiment, là... On sait tous à quel point la médecine s'est déshumanisée, s'est technicisée depuis plusieurs décennies maintenant. Et même à l'entrée des concours de médecine, voilà, on voit bien ça. Premièrement, les psychologues, les coachs aussi, c'est un peu pareil. Et je suis coach encore une fois, donc je me permets de dire des choses aussi. Combien de psy ou de coachs faut-il rencontrer avant de trouver le bon? Oui, après... Oui, si on se met à la place du consommateur final, du patient, du client, du décideur, peu importe, on voit bien qu'il y a un problème. On voit bien qu'il y a des problèmes à résoudre. Alors l'IA ne va pas répondre à tous les problèmes et va sans doute en créer aussi au fur et à mesure qu'elle va apporter des solutions. Mais toujours est-il que, encore une fois, il y a des choses qui ne vont pas aujourd'hui et qu'il faut essayer de résoudre. Cette déshumanisation de la médecine en études, même si ce n'est pas mon rayon, c'est un avis de citoyen que j'ai là, et dans la psychologie et dans le coaching exécutif, c'est pareil. Et donc, effectivement, l'IA... alors d'abord, l'IA, en fait, c'est deux choses. L'IA, c'est des large language models, donc c'est des gros modèles de données qui ont été entraînés par des grosses structures américaines le plus souvent. Et puis ensuite, c'est des applications qui utilisent cette technologie-là pour faire différentes choses. Moi, c'est un exemple, mais il y en a 10 000, évidemment. Et même des jumeaux numériques cognitifs et comportementaux, on peut en créer pour faire 1001 choses. Donc simplement, le paramétrage et l'utilisation qu'on va faire de ces LLM va dépendre de l'application elle-même. C'est-à-dire que, encore une fois, l'entrepreneur, en l'occurrence, c'est comme le coach, il décide ou non de paramétrer sa prise de parole, par exemple, de telle ou telle manière. Oui. Il est garant de son cadre, effectivement, je suis 1000 fois d'accord avec toi. Et donc, il y a une éthique du coach, une éthique du psychologue, bien sûr, profession réglementée, mais en même temps avec une charte de déontologie, mais pas plus que ça, encore une fois, même dans la psychologie, c'est une profession réglementée. Mais, non, mais il y a un ordre. Oui, non, il n'y a pas d'ordre de des psychologues, si, bien sûr. Non, il y a une... Ah si, il y a un conseil de l'ordre des psychologues.
Comme les médecins. Ah ouais, oui, mais- médecins. bah alors, attends, tu veux qu'on demande à l'IA? Très bon exemple. Ouais. Non, mais il y a un conseil de l'ordre. Oui, mais qui n'a pas la même force que dans la médecine. Ah bah c'est pareil, ils peuvent radier du jour au lendemain. Ah, au CNAM, on m'a pas appris ça comme ça. Ah bah si, il y a- C'est l'IA. non, franchement, c'est les mêmes des règlements. Alors, pas au même endroit, mais c'est une réglementation. Bon, tu me rassures parce qu'effectivement, moi, comme je suis en formation au CNAM et que j'ai envie d'être protégé, effectivement, j'aimerais que cette réglementation me protège en tant que praticien que professionnel. Bah, pour Idem, coach, pareil, il faut absolument que les coachs il faudrait qu'il y ait un ordre aussi. Faut qu'il y ait un ordre. Bah, il y en a un Toutes les pseudo, relations puisque... doivent avoir un ordre. Non. Non, mais c'est pas un ordre, une mais... association comme une autre, il y en a d'autres, hein, des associations. Ah non, mais j'imagine qui que si on veut réunissent, rentrer à l'ICF et qu'on a fait boulangerie, ça va être compliqué. Ah non, quand même. oui, tout à fait. Donc il y a quand même On une peut, base. ceci dit, comme une reconversion. D'accord, parce qu'on s'est mais il faut formé, l'entamer, etc. Voilà, bien d'accord. sûr. Donc voilà, clairement, et là encore, le régulateur a son rôle à jouer. Il faut absolument que le régulateur s'empare de cette profession et l'encadre davantage. C'est évident. C'est une relation d'aide avec un impact. Bon, écoutez, je vous écoute. Moi, je trouve ça passionnant, mais voilà, je vais repasser du mode avion au mode clair. Voilà. Puis il va falloir accompagner les enfants Est-ce que tu m'entends? sur l'utilisation. Oui, je t'entends très bien. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Ah bah écoute, ça va être vite vu. J'ai envie de démarrer un parcours de développement personnel. Je suis cadre dirigeant d'une entreprise et je me pose la question, est-ce que je vais utiliser un coach ou est-ce que je vais rester juste avec toi? Félicitations pour cette démarche. C'est un excellent moyen de progresser. En ce qui concerne le choix entre un coach et moi, cela dépend vraiment de tes besoins précis. Un coach peut t'offrir un accompagnement personnalisé et te demander à rendre compte régulièrement. De mon côté, je peux t'apporter des informations, des outils et des pistes de réflexion. Qu'est-ce qui te semble le plus adapté à ta situation actuelle ? Mais moi, j'en sais rien. J'ai besoin qu'on m'aide à développer personnellement et à me développer professionnellement. Donc, c'est toi qui vas me dire ce que je dois faire. Je comprends. Pour commencer, nous pourrions explorer tes objectifs professionnels et personnels. Qu'aimerais-tu accomplir à travers ce parcours ? Elle a coupé. Qu'est-ce que vous répondez à ça, à ce qu'elle vient de dire déjà ? Alors, comme ce n'est pas une profession réglementée, effectivement, ce LLM en particulier peut tout à fait se permettre de vous répondre ça. Mais le jour où cette profession sera réglementée, j'espère que le LLM ne pourra pas vous répondre ça. Ah oui, donc c'est ça, en fait, c'est ça la nuance. Oui, c'est intéressant. Oui, absolument. Il faut que... Et c'est une manière de protéger le consommateur, le patient, le client, mais c'est aussi une manière de protéger l'entrepreneur. Enfin, voilà. De sécuriser la relation, de certaines. Nadia ? Moi, ce que j'aimerais qu'elle réponde, c'est déjà qu'elle ne décide pas à votre place. C'est-à-dire qu'elle vous laisse le choix, qu'elle puisse vous poser des questions pour approfondir une première démarche. Pourquoi pas ? Au contraire, ça vous permet de travailler sur vous, etc. C'est génial. Mais qu'elle décide à votre place, ça me gêne beaucoup. Ça me gêne dans l'autonomie de mon parce que client. je lui ai demandé de décider à ma place. Et oui. Et elle me dit pas non. Hein. Mais là, si vous demandez à un coach de décider à votre place, le coach va non. vous expliquer ce qu'est le coaching, ce que n'est pas le coaching. Bien sûr. Et il y a ça. Il y a aussi quelque chose qui me gêne aussi, c'est dans cette volonté, je ne sais pas quelle est l'application qui est utilisée, mais j'en connais une Là, qui... c'est Gemini. C'est D'accord. Google. Si c'est ChatGPT, par exemple, je sais qu'il a tendance à approuver à chaque fois tout ce qu'on fait, féliciter la personne à outrance. En coaching, et quand on adhère à ICF, on apprécie que le client se félicite lui-même, qu'il reconnaisse ses progrès, parce que c'est ce qui va lui permettre d'aller vers son autonomie. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on ne diabolise pas l'IA, hein, loin de là, parce que le train est en marche, on y va, donc aujourd'hui il ne s'agit plus d'être pour ou contre, on y va, mais avec mesure, avec conscience, avec bon sens. Ce qui est quand même très intéressant dans tout ce que vous avez dit, alors d'abord, critique. Non mais faut garder un esprit critique. En fait, ce que la philosophie fait, enfin, je pense que c'est pas la racine de la philo, mais on n'est pas loin. C'est d'avoir cet esprit critique en permanence, de se reposer des questions et de ne surtout pas adhérer à tout ce qui vient comme ça naïvement et bêtement. Donc ça. Et j'entends aussi beaucoup de positifs. C'est-à-dire, vous dites, mais non, mais en fait, arrêtons d'en avoir peur. Il faut l'apprivoiser. Il faut en faire une alliée. Et surtout, c'est pas de l'intelligence, parce que ça, il faut vraiment qu'on le garde. C'est pas de l'intelligence. C'est de l'érudition, je le dis comme ça, mais en fait c'est vraiment une base de données, et qu'à partir de là, on est très largement en avance, nous humains,
C'est là. Et donc, effectivement, maintenant, il faut s'en servir, mais il faut s'en servir correctement. Donc, il va y avoir tout un travail pour former les gens, pour les sensibiliser et les enfants également. Alors, c'est marrant, avant de venir, j'ai demandé à mon ado... Oui. Alors, tu t'en sers comment? Bon, il s'en sert pour faire ses devoirs, hein, évidemment. Et je lui dis, mais les recherches et tout, il me dit, non, j'essaye de faire vraiment attention entre Google et ChatGPT, parce que je sais que pour l'écologie, c'est pas terrible. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Ouais. C'est un des prismes d'ailleurs intéressants. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que vous vous souvenez, vous êtes jeune, mais il fut une époque où nous avions en tête les numéros de téléphone de ceux qui nous entouraient. Et maintenant, on les a plus. Ils sont tous là-dedans. Je connais celui de ma mère. Oui, non, mais c'est une relation exceptionnelle. Alors, la maman d'Alix, si elle nous écoute, là, il y a le clin d'œil qui va bien. Donc, on est d'accord. On avait aussi, avant que n'apparaissent les machines à calculer, le calcul mental fonctionnait quand même pas mal. Là, ça s'est un petit peu dérobé au profit des machines à calculer. Donc, en fait, c'est vraiment ça. C'est le rapport que nous entretenons avec lui, et les formations sont intéressantes. C'est le rapport qu'on va entretenir avec cette intelligence artificielle qui va faire la suite. En fait, parce qu'il y a des fonctions cognitives qui disent, vous êtes bien placé pour le... Il y a une altération déjà avec ceux qui y sont trop. Il y a un changement. Il y a un changement, oui, c'est ça, mais pas dans le bon sens pour le coup. Donc, il faut vraiment reprendre... Je crois qu'il est un petit peu tôt. Encore une fois, on est en plein dedans. Oui. On est en plein dedans et on est même quasiment au début. En On réalité. est au début, bien sûr. Bien sûr. Et Oui. ça va vite. Ça va très vite. Ça va très, très vite. L'exemple de nos smartphones. Oui. C'est plus récemment que les calculettes, etc. Nos smartphones, quand ils sont Je suis un arrivés, boomer. pour certains, étaient contre, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de notre smartphone pour l'identité numérique, pour plein de choses comme ça, on ne peut pas s'en passer. Par contre, on en revient à se dire, contrôler le temps d'écran, celui de nos ados, mais le nôtre aussi, avoir une utilisation consciente et raisonnée de notre téléphone, perdre du temps, ce n'est pas en perdre, c'est en gagner pour soi-même. Je pense à un article récent que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Enfin, voilà. C'est un bon exemple pour savoir comment on veut utiliser l'IA demain. Bon, je trouve que c'est très positif. Tout le plateau ici, même pas peur. En fait, en gros, moi, c'est ce que je retiens, même pas peur. On peut avoir un peu peur quand même. Ah Mais bon? les évolutions sur le monde du travail, qu'est-ce que ça va donner? C'est déjà le cas. 5, C'est déjà le 10 cas, ans, bien sûr. Voilà, donc il y a plein de questionnements. Sur l'entraînement du cerveau, franchement, si on ne le fait plus travailler, en plus on ne va plus avoir d'esprit créatif, c'est-à-dire que chacun va pouvoir donner exactement la même réponse à une question qui aurait pu générer une créativité, un développement artistique. On va se tromper. Non, pardon. Ça faut Je pas ne dire. sais Non, pas. on n'a dit pas de politique. Il faut réduire ton vocabulaire à ce moment-là si tu veux te tromper. C'est ça, exactement. Elle prendra, allez, c'est mignon, merci de me tendre. Mais ça va être surtout on va tous être dans une réponse normée. Alors peut-être qu'elle sera formulée différemment, mais si on pose tous la même question sur les mêmes enjeux et qu'on ne réfléchit plus, le raisonnement et la conclusion seront les mêmes. Donc on a de quoi quand même s'inquiéter. D'accord. Vous imaginez aujourd'hui ce que vit un professeur qui donne à ses élèves un devoir de maison sur, sur un thème. Ouais. Il va retrouver 30 fois la même copie. Oui, exactement. Je commencerai bien ma séquence en faisant... Donc tu joues une pièce. Je vais vous emmener au théâtre. Ah, super. Voilà. Je vais vous parler d'une thérapie. Voilà, c'est le sophro-théâtre. Voilà. Alors on connaissait la sophrologie qui nous permettait de nous détendre, et puis le théâtre qui permettait d'exprimer des expressions. Mais quand les deux se rencontrent, ça donne le sophro-théâtre. Alors c'est un espace où l'on respire, où l'on joue, où on apprend à mieux se connaître. Alors, cette séance dans laquelle je vais vous emmener, c'est un atelier où le sérieux et le ludique se mélangent pour du mieux-être. Alors, pourquoi ? Alors, pourquoi est-ce que les personnes ont recours à cette thérapie ? Tout simplement déjà parce que, on l'a exprimé, beaucoup de personnes souffrent de stress, de timidité, de difficulté à s'exprimer. La sophrologie, elle aide à se recentrer sur soi-même, mais reste parfois trop intérieure. Le théâtre, lui, libère l'expression, mais ça peut intimider. Tout le monde ne s'improvise pas grand acteur. Donc le sophro-théâtre combine les deux, ça apaise le corps et libère la voix. Alors en pratique, comment ça se passe ? On commence avec une séance de sophrologie. On travaille sur la respiration, la relaxation, la visualisation. Donc là, tu n'es pas dans l'eau. Là, je ne suis plus d'accord, parce que tu étais dans l'eau à une époque. Non, je ne vais pas rester en immersion Ok, d'accord. des mois. Et donc, on prépare le corps et l'esprit.
En théâtre, on travaille sur l'improvisation, le jeu, les expressions. On met en mouvement ce que l'on ressent. Et ensemble, les deux, ça va devenir un laboratoire émotionnel. On apprend à accueillir ses émotions et à exprimer, surtout sans jugement. Donc, on joue pas un rôle, on joue avec soi. Alors pour ça, je vais vous emmener au théâtre, assister à cet atelier. Tu as des images? Ah mais bien sûr, mais voilà. génial. Donc on part en vidéo. Allez. Et puis on se retrouve dans 2 minutes 30. Je crois. Génial. Allez, au théâtre. On secoue les bras comme si on avait de la pâte à gâteau, de la boue sur les mains, pareil sur les pieds, voilà, on secoue tout le corps. Et puis les joues aussi, on peut faire le boum, boum. Voilà, pour ça. Écoute et d'accueil des sensations. Donc les yeux fermés si on peut ou en fixant un point au sol. L'idée c'est d'écouter comment ça se passe à l'intérieur du corps. Une tension douce de tout le corps, les mollets, les cuisses, les fessiers, le ventre, le dos, les bras jusqu'au bout des doigts. Respiration retenue. Et quand on a envie de souffler, on trace une ligne au milieu pour se rassembler, se centrer. Et puis on va faire le plein. On fait le plein de joie, de douceur, de bienveillance, de confiance et on souffle. Portant son attention sur sa respiration et sur tous les ressentis à l'intérieur du corps. Donc on va souffler pour bien vider les poumons. Donc là le ventre rentre. On inspire, le ventre gonfle. Et on y va. Ba, be, bi, bo, bu. On inspire. On y retourne. Bra, bre, bri, bro, bru. Donc cette séance apporte des bienfaits aux gens qui y participent. Déjà, ça leur permet de gérer leur stress, puisqu'on leur apprend à respirer et à parler et à agir. Permettre de gagner de la confiance en soi, oser prendre la parole, se mettre en scène. Certains là sont poussés dans leur retranchement, mais il y a cet effet de groupe qui donne une certaine émulation. Il y a une certaine aussi libération émotionnelle, puisqu'on s'exprime, on exprime tout ce qu'on retient, tout ce qu'on emmagasine et on le lâche dans un cadre plutôt ludique. Et puis ça permet d'entretenir un lien social, puisque chaque semaine les participants se retrouvent. Donc c'est une activité qui est très, je dirais, orientée pour les enfants, pour les gens qui sont timides. Donc il y a beaucoup de salariés aussi qui participent à ce genre d'atelier. Donc le sophro-théâtre, c'est pas réservé qu'aux acteurs. Voilà, c'est une pratique accessible à tous. La clé, c'est respirer pour se préparer, jouer pour se libérer. C'est un rituel qui peut transformer la manière dont on vit ses émotions au quotidien. Voilà, donc c'est un peu comme une répétition générale de sa vie. Voilà, on apprend à respirer, à s'exprimer, à rire de soi.
voilà, pas des autres. Voilà. Et surtout, on découvre que nos émotions ne sont pas nos ennemis, mais des partenaires de jeu. Alors, si on allait tous au théâtre ce soir. Allez, génial, merci David, merci beaucoup. Merci à vous, merci à nos deux coachs d'être venus ce soir nous éclairer un peu sur votre rapport à l'IA, et c'était passionnant. Merci à vous, merci à tous, bonne soirée, et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Bonne soirée.